Petite pièce mettant en scène des personnages du quotidien, représentés sous une forme caricaturale, la farce est un genre qui, encore aujourd'hui, ne cesse d'interroger. Pour susciter le rire, elle exhibe ce que d'habitude on cache. Elle valorise la tromperie, la violence, les instincts refoulés. Elle assume, dans ses actes et dans son langage, une immoralité sereine et joyeuse. Héritière des pratiques théâtrales festives du Moyen-Âge, la farce semble pourtant se faire plus discrète au XVIIe siècle, du moins en apparence. De ce fait, on a parfois tendance à la considérer comme un genre marginal, tenu à l'écart des grandes formes théâtrales qui fleurissent à cette époque. Un genre vulgaire, réservé au bas peuple, et honni par la population cultivée et les milieux aristocratiques. Un genre méprisé par les dramaturges, qui cherchent à s'éloigner le plus possible de son style grossier, au moment même où l'écriture dramatique se cherche une légitimité dans le monde culturel. En fait, cette vision tend à occulter une réalité plus complexe et plus nuancée. De manière paradoxale, la farce, malgré son manque de visibilité en apparence, occupe une place fondamentale dans l'univers culturel du XVIIe siècle. Au premier abord, le terme de farce évoque souvent l'image d'un genre relégué au tréteau des saltimbanques. Il est vrai que certains quartiers de Paris, notamment le Pont-Neuf, retentissaient du son des lazzis des farceurs qui accompagnaient les parades des charlatans ambulants. Mais en dehors des prestations très courues de ces comiques des rues, la farce tient également un rôle important au cœur même de la représentation des théâtres parisiens. En effet, il était de coutume d'y faire suivre la pièce principale en 5 actes, tragédie, tragicomédie ou pastorale, par une petite pièce comique, en un acte, afin de finir le spectacle sur un moment de franche gaieté. Une tradition qui perdurera jusqu'à la Révolution française. Ce divertissement final, devenu un élément capital de la réussite commerciale des spectacles, exigeait des comédiens rompus à cet exercice. C'est ainsi qu'on verra certains membres de la troupe théâtrale se consacrer spécifiquement à ce genre. À côté de leur rôle dans le répertoire sérieux, ces comédiens et comédiennes vont incarner dans les petites pièces de fin de représentation une galerie de personnages provenant de la rencontre des traditions médiévales avec la commedia dell'arte. On y croise le maître de maison, un vieillard bourgeois avare et lubrique, le barbouillé, avec son visage enfariné et son aspect de gigantesque bébé, qui tient des rôles de mari trompé et de valet sot, ainsi que le Zani, dont le nom trahit l'origine italienne, un valet rusé et fourbe. À cela s'ajoutent 2 types satiriques très populaires. Le docteur, savant pédant étalant son intellectualité creuse, et le soldat fanfaron, grandiloquent lorsqu'il s'agit de vanter des exploits militaires imaginaires, et lâche lorsqu'un véritable danger se présente. À ces figures caricaturales venaient souvent se joindre les jeunes premiers et jeunes premières de la troupe, qui fournissaient la partie sentimentale de l'intrigue de farce. Durant la petite scénette de fin, certains des personnages se retrouvent et se confrontent, l'opposition de ces caractères archétypaux permettant de renouveler à l'infini les situations comiques. Partant de ce modèle, les comédiens se taillent un personnage à leur mesure, un personnage qu'ils créent eux-mêmes, à qui ils donnent un nom, un aspect particulier, et qui va les suivre tout au long de leur carrière. Certaines de ces figures populaires, adulées par un public fidèle, font l'objet d'un véritable vedettariat. Ainsi, Hugues Quérus, alias Gauthier Garguille, Henri Legrand, alias Turlupin, et Robert Guérin, dit Gros Guillaume, et plus tard dans le siècle Julien Bedeau, sous le nom de Jodelet, deviennent les figures de proue de leurs théâtres respectifs. Originellement marginale, la prestation du farceur en vient à occuper une place primordiale dans la représentation théâtrale. Avant la grande pièce, le public est accueilli par le prologue d'un farceur, destiné à lui présenter la pièce principale et à l'inviter au silence. Un genre dans lequel excella Jean Gracieux sous les traits du facétieux docteur Bruscambille. Vous le savez bien, ou le devez savoir, spectateur impatientissime, que quand les médecins veulent guérir un corps cacochime, ils commencent par la purgation de l'humeur pécante. Tout ainsi votre impatience qui m'indique une grande altération de cerveau et que vous êtes travaillé la plupart d'une colique Saint-Mathurin servira de matière à ce petit discours. Une fois la grande pièce représentée, le prologuiste revient sur scène, afin d'annoncer le programme du prochain spectacle. Puis, on représente la farce proprement dite.
Et la représentation peut se conclure sur une chanson, comme celle du répertoire grivois de Gauthier-Garguille. Vous pouvez faire un appel, mais ne passez pour Bruxelles. Cela vous est interdit, car vous êtes plus connue qu'une fille dissolue. Mon petit doigt me l'a dit. Ainsi, si la grande pièce demeure l'attraction principale d'une séance théâtrale, les prestations des farceurs fournissent son indispensable ornementation. À en croire ce qu'écrit en 1630 le poète Jean Chapelain, les comédiens joueraient la farce pour complaire aux idiots et à cette racaille qui passe en apparence pour le vrai peuple et qui n'est en effet que sa lie et son rebut. Mais en réalité, malgré le dédain de certains intellectuels, le comique de la farce fait partie, pendant la majorité du XVIIe siècle, d'une culture commune, partagée par toutes les couches de la société. Si le peuple raffole des spectacles gratuits des charlatans du Pont-Neuf, toutes les strates de la bourgeoisie urbaine attendent avec impatience la petite scénette qui clôture les représentations des grands théâtres parisiens. Les comiques vedettes de ces théâtres se voient souvent invités au Louvre pour divertir le roi Louis XIII. Et la reine-mère, Marie de Médicis, fait venir dans son château de Blois Tabarin et Mondor, les charlatans vedettes des rues parisiennes. As-tu la cervelle si troublée et le jugement si louche et hors des alignements que tu ne cognesses pas que je suis ton maître? Non, Déa, je vous maintiens que je suis aussi grand maître que vous. Contrairement donc à ce que laisse entendre une certaine frange intellectuelle, la bassesse de la farce demeure appréciée en haut lieu, et cohabite même un certain temps avec la culture de cour. Ce ne sera qu'à la fin du siècle, avec la montée en puissance de l'absolutisme royal lié à un retour du rigorisme religieux, que la tradition de la farce quittera les théâtres parisiens pour se réfugier au sein du théâtre de la Foire. À l'époque de la Renaissance, un grand nombre d'auteurs, proches du cercle de la Pléiade, désireux de promouvoir un renouveau des genres théâtraux antiques, tragédie et comédie, cherchent à se distancier des genres médiévaux, parmi lesquels la farce, considérée comme un théâtre archaïque et trop peu raffiné en comparaison des œuvres classiques. Cette tradition conduira certains théoriciens du théâtre et dramaturges du XVIIe siècle à entretenir un mépris de façade pour le genre farcesque. Mais dans les faits, le genre de la comédie hors 5 actes, qui se structure dans les années 1620, n'hésite pas à puiser ses situations et ses personnages dans la farce. En outre, à cette époque, les auteurs cherchent à augmenter l'attractivité de leurs pièces en faisant intervenir dans l'intrigue des personnages créés par les farceurs. Certaines vedettes comiques des théâtres voient même leurs aventures déclinées en comédie. C'est par exemple le cas de Jodelet, personnage de valet niais et gaffeur, créé par Julien Bedeau, qui se retrouvera mis en scène dans les textes des dramaturges les plus réputés de l'époque. Paul Scarron, Antoine Lemétel-Douville, Thomas Corneille, Gilet de la Tessonnerie, ainsi que Molière lui-même. Même des auteurs défenseurs comme Pierre Corneille, d'une comédie de mœurs raffinée, en viennent à mettre des personnages de farce dans leurs œuvres. Ainsi, sa comédie L'illusion comique comprend un rôle taillé sur mesure pour l'acteur Bellemare, qui triomphait dans les rôles de soldat fanfaron dans la troupe du Marais sous le nom de Matamor. Le seul bruit de mon nom renverse les murailles, défait les escadrons et gagne les batailles. Mon courage invaincu contre les empereurs n'arme que la moitié de ce moindre fureur. Des seuls commandements que je fais aux 3 barques, je dépeuple l'état des plus heureux monarques. Le foudre est mon canon, le destin mes soldats. Je couche d'un revers mille ennemis s'abat. Des souffles, je réduis leur processus fumé. Et tu m'oses parler cependant d'une armée? Tu n'auras plus l'honneur de voir un second Mars. Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards. Même le sérieux Racine cédera aux thématiques farcesques, avec son unique comédie Les Plaideurs, adaptée d'Aristophane. Mon père, il faut juger. Aux galères! Un chien aux galères? Ma foi, je n'y conçois plus rien. De monde, de chaos, j'ai la tête troublée. Hé!
Concluez! Venez, famille désolée. Venez faire parler vos esprits enfantins. Venez, pauvres enfants, qu'on veut rendre orphelins. Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère. Nous sommes orphelins. Rendez-nous notre père par qui nous fûmes engendrés. Notre père qui nous... Tirez! Et notre père, messieurs. Et tirez donc, quel vacarme! Ils ont pissé partout. Monsieur, voyez nos larmes. Mais l'auteur le plus imprégné de cet esprit est sans conteste Molière, chez qui la farce, bien loin d'être un simple péché de jeunesse, va alimenter toute sa création d'auteur, comme en témoigne par exemple son personnage récurrent de Sganarelle, création du comédien Poquelin, lui assurant de pièce en pièce des morceaux de bravoure farcesque. L'une des particularités d'auteur de Molière est d'avoir su créer un comique unique, en mélangeant intimement les personnages et les situations de la farce avec un comique d'observation sociale. Ainsi, sa première création parisienne, Les Précieuses Ridicules, présentée en seconde partie de représentation, introduit un duo de valets farcesques dans l'univers des salons parisiens, pour en faire ressortir par contraste le snobisme. Ah, vicomte! Ah, marquis! Que je suis aise de te rencontrer! Que cette joie de te voir ici! Baise-moi donc encore un peu, je te prie. De même, dans Don Juan, les caractéristiques du valet traditionnel de la farce française, nigaud mais très confiant dans ses capacités intellectuelles, sont mises au service d'une décapante dénonciation de la superstition et de l'obscurantisme religieux. Mais ne croyez-vous point l'autre vie? Oh, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Mais dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous, hein? La peste soit du phare. Oh, voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'est rien de plus véritable que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Et dans sa comédie-ballet Georges Dordain, Molière réécrit sa farce de jeunesse, La jalousie du barbouillé, où un valet brutal et ivrogne est trompé par sa femme rusée, et la transforme en une satire sociale cynique sur les mariages d'intérêt entre nobles déclassés et paysans enrichis. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Oh, il a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame? Puisque madame y a. L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie? Que d'un allongement de nom? Et au lieu de Georges Dordain, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Ainsi donc, l'importance de la farce dans le théâtre professionnel a considérablement influencé les dramaturges, et en se mêlant à d'autres formes théâtrales, elle a contribué, sans qu'on en ait forcément conscience, à forger l'esthétique de ce que l'on nomme la comédie classique.